Alexandre Dubois, le plus fortuné des héritiers milliardaires de France, possédait tout, l'argent, le pouvoir et une fiancée mannequin d'apparence idéale. Toutefois, il était en proie à un doute fondamental. L'amour que lui portait Céline était-il sincère ou motivé par l'intérêt? Il élabora donc un plan radical qui allait tous les surprendre. Avec la complicité de son médecin traitant, il simula un terrible accident, le laissant prétendument paralysé des membres inférieurs. Son objectif était de voir la réaction de Céline face à sa nouvelle condition, en fauteuil roulant, tributaire de l'aide d'autrui, dépouillé de l'aura du pouvoir. Mais les événements des jours suivants le laissèrent abasourdi. Alors que Céline révélait sa véritable nature, une autre personne au château, quelqu'un qu'il avait toujours jugé insignifiant, fit preuve d'un amour si pur et si désintéressé qu'il en changea à jamais sa vision de l'existence. Qui était cette figure mystérieuse qu'il aimait sincèrement pour ce qu'il était, et quelle fut sa réaction en découvrant que tout n'était qu'une supercherie? Alexandre Dubois était installé dans son bureau panoramique, au 40e étage de la tour, qui portait son nom dans le quartier de la Défense, contemplant Paris qui s'offrait à lui tel un royaume dont il était le monarque absolu. À 30 ans, il avait non seulement hérité de l'empire financier de la famille Dubois, mais l'avait triplé en l'espace de 5 ans, se hissant au rang de l'homme le plus riche d'Europe de moins de 35 ans. Il disposait de tout ce que l'argent pouvait offrir, un château de 60 millions d'euros en Normandie, une collection de voitures de sport, des yachts, un jet privé, des résidences dans chaque capitale mondiale, et surtout, il avait Céline Moreau, le mannequin le plus en vue de France. Fiancés depuis 2 ans, ils formaient, selon tous les magazines, le couple le plus glamour du pays. Néanmoins, en cette soirée de septembre, Alexandre ressentait un vide profond, une pensée le hantait depuis des mois. Céline l'aimait-elle véritablement, ou n'était-elle séduite que par sa fortune et son influence? Les indices étaient subtils, mais flagrants. La manière dont son visage s'illuminait devant des bijoux onéreux, mais se fermait lors de conversations intimes, sa façon de s'éclipser lorsqu'il traversait des journées difficiles, pour ne réapparaître que lors des événements mondains, le fait qu'elle ne s'était jamais souciée de ses réflexions, de ses doutes ou de ses angoisses. Alexandre avait analysé tout cela avec la même rigueur qu'il appliquait aux affaires, et sa conclusion était amère. Il était épris d'une femme qui ne voyait en lui qu'un pourvoyeur de luxe. Ce soir-là, une idée insensée germa dans son esprit. Si Céline l'aimait réellement, continuerait-elle à le faire s'il n'était plus le puissant Alexandre Dubois que tout le monde admirait? Il contacta le docteur Pierre Moreau, son médecin personnel et l'un de ses rares amis véritables. Lorsque Moreau arriva, Alexandre lui dévoila le plan le plus audacieux de sa vie, simuler une paralysie pour éprouver l'amour de Céline. Le docteur, d'abord stupéfait et persuadé d'avoir mal compris, commença à envisager sérieusement la proposition en voyant la détermination mêlée de fragilité dans le regard de son ami d'enfance. Alexandre précisa qu'il voulait observer la réaction de Céline en le voyant confiné à un fauteuil roulant, dépendant des soins des autres, privé de l'attrait du succès. Sur le plan technique, la chose était réalisable. Moreau pouvait falsifier des rapports, évoquer des lésions de la moelle épinière suite à un accident de voiture, tout en laissant entrevoir un espoir de guérison. Cette nuit-là, Alexandre ne ferma pas l'œil, observant Céline qui dormait paisiblement, inconsciente du drame qui se préparait. Le lendemain, tout fut orchestré dans les moindres détails. Moreau rédigea de faux documents médicaux, briefa des infirmiers de confiance et fit installer un équipement médical crédible au château. Alexandre appela Céline, qui se trouvait à Nice pour une séance photo, lui décrivant les détails d'un terrible accident qui l'avait laissé paralysé. La réaction de Céline fut celle qu'il avait anticipée, choc, incrédulité et la promesse de rentrer sur le champ. Mais Alexandre, avec son oreille affûtée d'homme d'affaires habitué à déceler les non-dits, perçut une pause trop longue avant les paroles de réconfort, une hésitation qui lui glaça le sang. Quand Céline arriva au château ce soir-là, Alexandre était déjà en place sur la scène de sa tromperie, assis dans son fauteuil roulant, attendant l'heure de vérité. Le crissement de la Ferrari de Céline sur le gravier fit battre son cœur plus fort que n'importe quelle négociation milliardaire. Et tandis qu'il entendait les talons se rapprocher de la porte, il ignorait encore que la véritable surprise ne viendrait pas de Céline, mais d'une autre personne vivant sous son toit, qu'il avait toujours considérée comme pratiquement invisible.
Céline fit son entrée dans le château comme une vedette sur un tapis rouge, en dépit des circonstances tragiques. Ses talons loup-boutins claquaient sur le marbre de Carrare, alors qu'elle s'avançait vers Alexandre, dans son fauteuil roulant. Elle arborait un tailleur Chanel rouge vif, sa chevelure parfaitement arrangée malgré le voyage précipité, son maquillage impeccable. Une femme réellement angoissée ne se serait pas apprêtée comme pour une séance photo. Elle se jeta à ses genoux d'une voix théâtrale, mais Alexandre remarqua qu'elle prenait soin de ne pas froisser sa tenue. Lorsqu'il lui expliqua que les médecins parlaient de mois, voire de années, de convalescence, avec la possibilité d'une guérison incomplète, il vit une ombre traverser le regard de Céline, un éclair de déception si fugace qu'il fut presque imperceptible. Les paroles de Céline sonnaient faux, récitées comme un automatisme. Elle évitait son regard, ses yeux parcourant la pièce comme si elle songeait déjà à autre chose. Quand Alexandre évoqua le fait qu'il aurait besoin d'une assistance constante pendant des mois, Céline s'empressa d'affirmer qu'elle l'aiderait, mais se mit aussitôt à lister ses engagements professionnels déjà prévus. Moins de 24 heures après avoir appris l'accident, elle énumérait déjà les raisons pour lesquelles elle ne pouvait rester à ses côtés. Le contrat avec Dior, la campagne pour Cartier en Grèce, le défilé de Milan. Tandis que Céline parlait, Alexandre perçut le bruit discret de quelqu'un dans la pièce attenante. C'était Emma Laurent, la gouvernante bretonne qui travaillait au château depuis 3 ans, une femme de 32 ans, toujours discrète et efficace, qui passait inaperçue avec sa taille moyenne, ses cheveux châtains constamment relevés et ses vêtements simples et fonctionnels. Emma entra, portant un plateau de thé, et pour la première fois depuis des années, Alexandre la regarda vraiment. Il y avait dans ses yeux bleus une inquiétude authentique qui tranchait vivement avec l'attitude de Céline. D'un geste prévenant et naturel, elle ajusta un coussin dans son dos. Céline observa la scène avec une impatience manifeste, prétextant des appels urgents à passer à son agent. Elle quitta la pièce, ne laissant derrière elle qu'un sillage de parfums coûteux et une impression de vide. Emma resta, rangeant silencieusement la pièce. Alexandre lui demanda de rester un moment, avouant qu'il avait besoin de compagnie. Pour la première fois en 3 ans, ils échangèrent comme 2 êtres humains, et non plus comme un employeur et son employé. Emma s'assit près de lui avec naturel, l'écoutant se plaindre de se sentir pathétique. Elle répondit qu'elle ne pensait rien de tel, qu'il traversait une épreuve très difficile et qu'il avait besoin de personnes qu'il aimait vraiment. Ces mots touchèrent Alexandre plus que n'importe quelle déclaration d'amour de Céline. Il y avait chez Emma une sincérité qu'il n'avait jamais remarquée, une capacité à voir au-delà des apparences qui le bouleversa. La nuit suivante, Céline dormit dans la chambre d'amis, pour, disait-elle, ne pas le déranger. Alexandre resta éveillé, songeant à la tournure inattendue que prenait son plan. Céline avait révélé sa vraie nature en moins de 24 heures, superficielle, intéressée, incapable d'affection lorsque la situation se compliquait. Mais la véritable révélation était Emma. En quelques heures de fausse invalidité, cette femme discrète avait montré plus d'attention et d'humanité que Céline ne l'avait jamais fait. Le lendemain, Céline partit pour Milan comme prévu, ne dissimulant guère son soulagement de fuir cette situation inconfortable. Alexandre la regarda monter dans sa Ferrari et, pour la première fois en 2 ans, ne ressentit aucune peine en la voyant s'éloigner. Ce qu'il ignorait, c'est que depuis la fenêtre de la cuisine, Emma observait la même scène avec une expression de tristesse et d'indignation qui aurait surpris quiconque l'eût aperçue. Les jours qui suivirent le départ de Céline révélèrent à Alexandre une réalité qu'il n'avait jamais soupçonnée. Tandis que Céline envoyait des messages sporadiques, prétextant des raisons pour prolonger son absence, Emma devint sa présence constante, silencieuse mais essentielle. Chaque matin à 7 heures, elle entrait avec le petit déjeuner préparé exactement comme il l'aimait. Œufs brouillés, double expresso, croissant chaud, jus d'orange fraîchement pressé. Mais c'était sa manière de faire qui le frappait, des gestes délicats, naturels, sans la moindre trace de sacrifice ou de contrainte. Emma avait les mains abîmées par le travail, mais ses mouvements étaient d'une douceur incroyable. Elle l'aidait sans jamais le faire se sentir diminué, lui parlait sans pitié, le traitant toujours comme une personne à part entière, malgré sa condition apparente. Un jour, Alexandre lui demanda pourquoi elle était venue travailler si loin de sa Bretagne natale. Emma hésita, puis lui raconta que sa sœur cadette avait dû subir une opération du cœur très onéreuse.
En Bretagne, les listes d'attente étaient trop longues, elle était donc venue en région parisienne, où les salaires de gouvernante étaient plus élevés. L'opération, 2 ans plus tôt, avait été un succès, et maintenant, Claire étudiait la médecine à Rennes pour devenir chirurgienne cardiaque. Alexandre sentit un nœud se former dans sa gorge. Cette femme avait tout sacrifié pour sauver sa sœur, quittant sa région, sa famille, pour s'occuper d'un riche inconnu, et lui ne l'avait jamais remarqué. Dans les jours qui suivirent, Alexandre commença à noter des détails sur Emma qui avait toujours été là. Comment elle fredonnait des airs bretons en faisant le ménage, comment elle lisait des classiques de la littérature pendant ses pauses, comment elle maîtrisait 3 langues et possédait un diplôme de lettres qu'elle n'avait jamais mentionné. Le 5e jour, quand Alexandre simula des douleurs dorsales, Emma n'hésita pas une seconde. Elle dormirait dans le fauteuil de sa chambre pour pouvoir l'assister. Cette nuit-là, elle ne dormit pratiquement pas, se levant à chaque heure pour s'assurer qu'il allait bien, ajustant ses couvertures, lui apportant de l'eau sans même qu'il le demande. Vers 3 heures du matin, le croyant endormi, Emma s'approcha et lui arrangea une mèche de cheveux avec une infinie délicatesse. Puis elle murmura si bas qu'il l'entendit à peine. « S'il te plaît, guéris vite, je ne supporte pas de te voir comme ça. » Dans cette phrase, il y avait une douleur si authentique, une affection si pure, qu'Alexandre dut serrer les dents pour ne pas trahir sa comédie. Emma l'aimait, non pas son argent, ni son statut, mais lui, Alexandre, même lorsqu'il était brisé et dépendant. Le lendemain matin, quand Emma lui apporta son petit déjeuner avec le même sourire, Alexandre la regarda d'un œil entièrement nouveau. Cette femme avait passé 3 ans à prendre soin de lui, avec un dévouement qui dépassait de loin le simple cadre professionnel. Quand Alexandre lui demanda ce qu'elle ferait s'il ne guérissait jamais, Emma le fixa droit dans les yeux avec une intensité surprenante. Elle lui dit qu'il était déjà parfait tel qu'il était, que l'invalidité ne définissait pas une personne, qu'il était toujours Alexandre Dubois, intelligent, bon, capable de faire rire les gens, généreux. Ses jambes n'avaient rien à voir avec sa véritable nature. Et quand Alexandre demanda ce qui se passerait s'il avait besoin d'assistance pour toujours, Emma répondit sans la moindre hésitation. « Alors je serai là, pour toujours. » À cet instant, Alexandre comprit qu'il avait trouvé quelque chose qu'il ne savait même pas chercher, non seulement le véritable amour, mais une personne qui le voyait pour ce qu'il était réellement, et l'aimait précisément pour cela. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'Emma avait commencé à avoir des doutes, et que la vérité, lorsqu'elle éclaterait, aurait des conséquences qu'aucun d'eux ne pouvait imaginer. Emma Laurent n'était pas naïve. Titulaire d'un diplôme de lettres, parlant 4 langues, elle possédait surtout cet instinct féminin qui lui faisait remarquer des détails qui échappaient aux autres, et certains détails concernant l'accident d'Alexandre ne la convainquaient pas. Premièrement, Alexandre semblait en trop bonne forme pour quelqu'un ayant subi un grave traumatisme médulaire. La musculature de ses jambes ne présentait aucun signe d'atrophie. Deuxièmement, ses réflexes étaient parfaits. Quand elle passait l'aspirateur, Alexandre retirait instinctivement les pieds s'il y avait un risque de heurt. Troisièmement, elle l'avait surpris à bouger les orteils pendant son sommeil. Mais l'indice qui l'intrigua le plus fut la découverte, en nettoyant son bureau, de documents médicaux négligemment laissés sur la table. Ayant assisté sa sœur durant sa maladie, Emma connaissait la terminologie médicale. Ces dossiers lui parurent trop vagues, comme rédigés par un non-spécialiste des traumatismes de la colonne vertébrale. Le soir du 7e jour, Emma prit une décision. Elle attendit qu'Alexandre s'endorme, puis se rendit dans son bureau. Elle connaissait la combinaison du coffre-fort dissimulé derrière le tableau de monnaie, la date de naissance de sa mère. Ce qu'elle y trouva la laissa stupéfaite. Il y avait un contrat avec le docteur Moreau pour un service de consultation médicale non conventionnel. Des échanges de courriels entre Alexandre et le docteur discutant d'une mise en scène convaincante et d'un test comportemental. Des factures pour la location du fauteuil roulant et du faux matériel médical. Emma s'affaissa dans le fauteuil, les documents à la main, sentant son monde s'écrouler. Tout était une imposture. L'accident, la paralysie, sa propre souffrance en le voyant ainsi. Alexandre avait tout manigancé pour tester Céline. Elle n'avait été qu'un dommage collatéral, le témoin involontaire d'une expérience cruelle. Le plus humiliant était d'être tombée amoureuse de lui précisément durant cette semaine de faux soins. Elle avait passé des nuits blanches à s'inquiéter, prier pour sa guérison, rêver d'un avenir impossible. Des larmes silencieuses coulèrent sur ses joues tandis qu'elle lisait le dernier document,
un plan détaillé sur la manière de révéler la vérité progressivement pour minimiser les dommages relationnels. Alexandre avait même planifié la façon de la manipuler après l'avoir trompée. Emma remit tout en place, monta dans sa chambre et boucla ses valises. Elle laissa une lettre de démission formelle sur la table de la cuisine, prit ses affaires et appela un taxi. Il était 3 heures du matin lorsqu'elle quitta le château pour la dernière fois, refermant silencieusement la porte derrière elle. Mais Alexandre ne dormait pas. Le sentiment de culpabilité et la conscience grandissante de ses sentiments pour Emma le tenaient éveillé. Il entendit le taxi s'éloigner et se précipita à la fenêtre juste à temps pour voir les phares disparaître dans la nuit. Il découvrit la chambre vide et la lettre dans la cuisine. Quelques lignes formelles de démission qui lui brisèrent le cœur. À 8 heures du matin, il appela le docteur Moreau, paniqué. Emma avait tout découvert et était partie. Il devait la retrouver. Moreau lui suggéra que c'était peut-être mieux ainsi, que le plan était allé trop loin, mais Alexandre hurla qu'il se moquait de Céline, maintenant. Il était tombé amoureux d'Emma, cette femme l'avait aimé alors qu'elle le croyait paralysé. Elle l'avait soigné comme s'il était la personne la plus importante au monde, et il l'avait récompensé par le plus cruel des mensonges. Retrouver Emma Laurent dans une ville de 11 millions d'habitants, sans aucun contact, se révéla plus ardu que n'importe quelle opération financière qu'Alexandre ait jamais menée. Et tandis que les jours passaient sans nouvelles, il comprit qu'il avait perdu la chose la plus précieuse qu'il ait jamais possédée, au moment même où il réalisait qu'il ne pouvait vivre sans elle. Alexandre découvrit qu'être l'un des hommes les plus riches de France ne signifiait rien quand ce que l'on cherche est une personne qui a toutes les raisons du monde de se cacher de vous. Emma s'était volatilisée de Paris comme si elle n'y avait jamais mis les pieds, et chaque jour sans la retrouver était une torture. Il mit immédiatement fin à la supercherie de la paralysie, se remettant à marcher normalement, mais ironiquement, il se sentait plus paralysé qu'auparavant. Paralysé par le remords, par la peur d'avoir perdu à jamais la femme qu'il aimait. Il engagea 3 agences de détectives privés, publia des annonces dans les journaux, fit vérifier tous les hôtels modestes. Mais Emma semblait s'être évaporée. La seule chose qu'il découvrit fut qu'elle avait retiré toutes ses économies, 25 000 € mis de côté en 3 ans. Le 5e jour, il reçut un appel qui le figea. Céline était de retour de Milan, stupéfaite de le trouver en train de marcher. Alexandre avait complètement oublié son existence. La femme pour qui il avait monté toute cette mise en scène lui paraissait désormais insignifiante. Quand Céline lui demanda avec enthousiasme s'ils allaient à Monaco comme prévu avant l'accident, sans même s'enquérir de sa semaine de paralysie, Alexandre prit la mesure définitive de sa superficialité. Il mit fin à leur relation sur le champ. Ce soir-là, absolument seul dans son château, il eut une idée. S'il ne parvenait pas à trouver Emma directement, peut-être pourrait-il la localiser par l'intermédiaire de sa sœur, Claire, qui étudiait la médecine à Rennes. Il usa de son influence pour obtenir des informations auprès des universités bretonnes. Après 2 jours de recherche, il trouva Claire Laurent, 26 ans, étudiante en 5e année à l'université de Rennes, spécialisée en chirurgie cardiaque pédiatrique. Sans réfléchir, il prit son jet privé pour Rennes. Il trouva Claire dans la bibliothèque universitaire, penchée sur des ouvrages d'anatomie cardiaque. La ressemblance avec Emma était frappante, les mêmes yeux bleus, les mêmes traits délicats. Quand il se présenta comme l'ancien employeur d'Emma, l'expression de Claire devint glaciale et méfiante. Elle lui apprit qu'Emma n'était pas en colère contre lui, elle était anéantie. Elle avait pleuré pendant 3 jours en arrivant en Bretagne. Elle avait découvert tout ce qu'il avait fait, comment il l'avait trompée et utilisée pour ses jeux cruels. Alexandre la supplia de lui dire où se trouvait Emma, affirmant qu'il l'aimait. Claire eut un rire amer. C'était donc ça sa façon d'aimer ? La faire tomber amoureuse pendant qu'il simulait une paralysie, jouer avec ses sentiments pour tester une autre femme ? Alexandre s'assit lourdement, écrasé par le poids de sa culpabilité. Claire, observant la sincérité de sa douleur, lui dit alors que s'il aimait vraiment Emma, il devait la laisser tranquille. Emma méritait quelqu'un qui ne lui mentirait pas, qui ne la manipulerait pas, qui la traiterait avec le respect qu'elle méritait depuis le premier instant. Alexandre admit qu'elle avait raison, qu'Emma méritait bien mieux que lui. Il demanda seulement de lui transmettre qu'il regrettait ses actes plus que les mots ne pouvaient l'exprimer, et que s'il existait un moyen d'annuler ce qu'il avait fait, il donnerait tout pour cette possibilité. Alexandre rentra à Paris, le cœur encore plus lourd.
Peut-être que la chose la plus aimante à faire était justement de laisser Emma en paix, de lui permettre de reconstruire sa vie, loin de la douleur qu'il lui avait infligée. Mais ce qu'Alexandre ignorait, c'est qu'Emma, dans sa petite pension bretonne, avait entendu chaque mot du message que Claire lui avait rapporté, et que ces mots avaient été ravivés en elle une flamme qu'elle croyait éteinte à jamais. 2 semaines après le retour d'Alexandre de Rennes, la vie au château normand était devenue un désert affectif. Alexandre travaillait de façon mécanique, mangeait à peine et dormait peu. Il avait congédié tout le personnel et vivait seul dans cette immense demeure qui lui paraissait désormais un tombeau doré. Chaque pièce lui rappelait Emma, la cuisine où elle préparait ses repas avec amour, le salon où ils avaient eu leur première véritable conversation, sa chambre où elle l'avait veillé avec un dévouement infini pendant qu'il mentait effrontément. Un matin gris de novembre, la sonnette retentit. Alexandre trouva un livreur avec un colis express en provenance de Bretagne. L'expéditeur était Claire Laurent. À l'intérieur se trouvait une lettre et un petit objet enveloppé dans du papier de soie. La lettre était manuscrite. Emma lui retournait quelque chose qui lui appartenait et avait une chose à lui dire, mais seulement s'il avait vraiment changé. S'il était intéressé, elle serait le lendemain à 15 heures dans les jardins de Giverny, à l'endroit où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Alexandre déballa l'objet et son cœur s'arrêta. C'était la petite croix en argent que sa mère lui avait offerte à ses 16 ans, le seul bijou à valeur sentimentale qu'il possédait. Durant la semaine de sa fausse paralysie, il avait dû la perdre et Emma l'avait retrouvée. Mais Emma affirmait qu'ils s'étaient rencontrés dans les jardins de Giverny la première fois. Alexandre n'avait aucun souvenir de l'avoir jamais vue là-bas avant son embauche. Le lendemain, il arriva à Giverny avec 1 heure d'avance, trop nerveux pour patienter. À 15 heures précises, il la vit arriver. Elle portait un simple manteau beige, les cheveux lâchés pour la première fois depuis qu'il la connaissait, et paraissait amincie. Ils s'observèrent à distance, se jaugeant. Emma esquissa un triste sourire et commença son récit. C'était arrivé 3 ans plus tôt. Elle venait d'arriver de Bretagne, maîtrisait mal l'accent parisien et cherchait du travail. Elle avait vu l'annonce pour le poste de gouvernante dans son château, mais était terrifiée à l'idée de postuler. Elle était assise sur ce même banc, en larmes, se demandant si elle serait un jour à la hauteur. Alexandre passait par là lors de son jogging matinal. Il s'était arrêté pour lui demander si tout allait bien. Elle lui avait confié qu'elle était bretonne, qu'elle cherchait du travail et qu'elle avait peur. Il lui avait tendu un mouchoir et lui avait dit que le courage n'était pas l'absence de peur, mais le fait d'agir malgré elle. Puis il lui avait proposé de l'accompagner à son entretien, assurant qu'il parlerait en sa faveur à son patron. Il ignorait alors qu'il était lui-même ce futur patron. Alexandre commença à se souvenir. La jeune Bretonne en pleurs dans les jardins, son impulsion de l'aider. Emma expliqua qu'elle était tombée amoureuse de lui ce jour-là, de cet homme bienveillant qui s'était arrêté pour aider une inconnue. Mais en commençant à travailler pour lui, elle avait découvert un homme différent, froid, distant, uniquement focalisé sur l'argent. Elle avait cru s'être trompée. Pendant la semaine de sa fausse paralysie, elle avait retrouvé l'homme dont elle était tombée amoureuse 3 ans plus tôt, vulnérable, humain, capable de vraies conversations. C'est pourquoi la découverte de la supercherie l'avait blessée encore plus profondément. Alexandre se leva du banc et s'agenouilla devant elle sur l'herbe humide. Il lui promit solennellement de ne plus jamais lui mentir, de la traiter comme la reine qu'elle était, de l'aimer et de la respecter chaque jour de sa vie. Si elle lui accordait une chance, il passerait le reste de son existence à lui prouver qu'elle méritait tout l'amour du monde. Emma le regarda à genoux, cet homme si puissant s'humiliant par amour pour elle, et sentit le mur de douleur qui l'entourait commencer à se fissurer. Elle lui dit de se relever, que les gens les regardaient. Il répondit qu'il se moquait des gens, que seule elle comptait. Elle lui tendit la main pour l'aider à se relever. Au contact de leur peau, tous deux ressentirent l'étincelle qui avait toujours été présente. Emma lui accorda une chance, une seule. Au premier mensonge, tout serait fini pour toujours. Alexandre lui prit les mains, la regardant avec une intensité qui fit battre son cœur à tout rompre. Une chance était tout ce qu'il demandait, et il l'utiliserait pour lui démontrer que le véritable amour existait, et qu'elle le méritait plus que quiconque. Ils s'embrassèrent dans les jardins de Giverny, à l'endroit même de leur première rencontre, tandis que le soleil de novembre nimbait la scène d'une lumière dorée.
Pour la première fois de sa vie, Alexandre comprit que la véritable richesse ne se mesure pas en argent ou en biens, mais dans la capacité d'aimer et d'être aimé authentiquement. 2 ans plus tard, ils se marièrent dans ces mêmes jardins, devant 200 invités parmi lesquels se trouvait Claire, devenue une cardiochirurgienne confirmée, et tout le personnel du château. Emma avait conservé sa simplicité et sa bonté. Alexandre avait appris à être l'homme qu'Emma avait perçu en lui dès le premier jour, généreux, humain, capable d'un amour inconditionnel. Chaque fois qu'il passait devant le banc lors de leur promenade dominicale, il s'arrêtait pour remercier le destin. Un amour né de la bienveillance, qui a grandi dans la vérité et s'est épanoui dans cette seconde chance que nous méritons tous lorsque l'amour est authentique. Car l'amour véritable voit au-delà des apparences et des richesses matérielles. Parfois, il faut un mensonge pour découvrir la vérité. Parfois, il faut tout perdre pour comprendre ce qui compte vraiment. Et parfois, l'amour le plus grand est celui que l'on ne cherche pas, mais qui nous trouve quand on s'y attend le moins. Car l'amour sincère ne s'intéresse pas au compte en banque, mais au compte du cœur.